Le président de la République officialise ce mercredi la commémoration du génocide des gains économiques dans l'est du pays en hommage aux victimes. Après Goma, des activités sont également prévues à Kinshasa quant à ce. Processus électoral, convocation par la CENI de l'électorat pour les élections provinciales. Les partis et regroupements politiques doivent présenter leur liste en prenant compte le seuil de recevabilité. Décès d'Henri Konan Bédié ce mardi. L'ancien président ivoirien est mort à l'âge de 89 ans des suites d'une maladie. Acteur majeur de la vie politique ivoirienne jusqu'avant sa mort, Henri Konan Bédié a eu à diriger ce pays de 1993 à 1999. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Journée nationale d'hommage aux victimes du génocide des gains économiques dans l'est du pays. Les gouverneurs du Nord Kivu et plusieurs autres autorités en province ont célébré cette journée en ville de Goma. L'exposition de certaines photos de ces génocides va également avoir lieu à Kinshasa et les discours du président de la République à ce sujet. Et l'objectif de cette commémoration est d'envoyer un signal aux auteurs de ces agressions et des pillages des ressources congolaises, ainsi que de rassembler les Congolais autour de la mémoire des atrocités commises contre les populations à l'Est, apporter satisfaction aux victimes en rappelant qu'elles ne sont pas seules, et que le Fonds national de réparation des victimes expose des tableaux des victimes des différents massacres et crimes de guerre. À ce sujet, nous sommes en ligne avec Nicole Kavira Kinyoma. Elle est coordinatrice du mouvement des indignés. Bonjour. Le président Tshisekedi officialise les génocostes en République démocratique du Congo et vous êtes activiste de la société civile. Quelle est votre lecture? Toujours qui a l'habitude de s'informer ou de s'outiller par rapport aux questions sécuritaires a quand même une idée sur l'activation que le mouvement des indignés, ensemble avec d'autres mouvements citoyens et la plateforme KAIP, se sont mis ensemble pour commencer à célébrer la reconnaissance du génocide congolais à travers l'activité Génocoste. Et c'est depuis maintenant la 4e année que nous totalisons concernant la célébration de l'activité Génocoste. Alors, pour nous, nous dirons que nous devons continuer à lutter car c'est seulement la lutte qui va activer nos autorités, qui va bouger les choses pour que nos autorités prennent conscience et commencent à vraiment poser des actes concrets concernant la reconnaissance du génocide congolais, un génocide pour des raisons économiques. C'est-à-dire, nous saluons quand même, c'est à encourager de voir que lui-même, le chef de l'État aujourd'hui, se déplace en personne pour venir honorer nos morts. Mais nous ne voudrions vraiment pas que ça puisse se limiter seulement à cette célébration, mais que la FUNAREF et d'autres structures qui sont aptes, qui sont en détachement concernant la gestion des questions de génocide congolais puissent s'activer pour que nous arrivons à cette reconnaissance au niveau international. Et vous parlez des 4 ans d'activisme. Pensez-vous trouver la suite à vos demandes après cette officialisation? Oui, j'ai parlé des 4 ans ici à Kinshasa concernant la reconnaissance des génocides au Congo avec KAIP. Oui, nous disons que nous n'avons jusque-là pas encore trouvé gain de cause, mais nous tendons vers une forte sportivité de la part de nos autorités, malgré que nous déplorons aussi la manière de procéder de nos autorités qui ont en quelque sorte fait une récupération de l'activité, car c'est nous qui avons appelé les Congolais, c'est nous qui avons fixé la date, c'est nous qui avons ciblé même le lieu qui est la place des évolués, qui a été rebaptisée la place génocide pour aujourd'hui à 15h, mais nous avons trouvé que nos autorités ont
ont précédé pour aussi réaliser la même activité à cette même place, mais ça n'empêche pas que quand même nous sommes reconnaissants et nous félicitons aussi cette sportivité de la part de nos autorités. Ça, nous devons le dire. Nicole Kavira, merci. Autre chose, remaniement au service des renseignements. Le président de la République a placé hier des nouvelles têtes à l'Agence nationale des renseignements et au Conseil national de sécurité. Félix-Antoine Tshisekedi a porté son choix sur Daniel Loussadoussou, ancien conseiller militaire d'Étienne Tshisekedi, comme administrateur général en remplacement d'Hervé Mbelou, et le professeur Jean-Louis Essambo remplace Jean-Claude Boukessa comme conseiller spécial en matière de sécurité. Ces nouvelles personnalités devraient humaniser ces services selon la volonté du chef de l'État. Jean-Louis Essambo, nouveau conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le nouveau monsieur sécurité remplace Jean-Claude Kabongo Boukassa, doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Ancien juge à la Cour constitutionnelle, Jean-Louis Essambo se rapproche du président Félix Tshisekedi. Si du côté du Conseil national de sécurité, peu ne s'y attendaient, mais côté ANER, ça s'est chuchoté dans le couloir. Compte tenu de la santé de Jean-Hervé Mbelou Biocha, qui tente de se reprendre tant soit peu d'une longue et pénible maladie, Félix Tshisekedi a porté son choix sur Daniel Loussadoussou, nouvel administrateur général de l'ANER, issu de l'école royale militaire en Belgique. Il a connu une brillante carrière au sein des forces armées zaïroises jusqu'au grade de colonel, particulièrement dans la division spéciale présidentielle. Il est aussi médecin avec spécialisation en cardiologie et en médecine d'urgence. Il a été aussi ex-conseiller militaire d'Étienne Tshisekedi. En remaniant les services de renseignement, le président Félix Tshisekedi a eu l'opportunité de renforcer la confiance du peuple envers les services de sécurité, en éliminant les inefficacités et en améliorant la transparence. Il est important de noter que la réorganisation des services de renseignement était déjà en préparation depuis un temps. Le président Félix Tshisekedi aurait pris conscience de la nécessité d'optimiser les opérations de renseignement et de garantir une meilleure coordination entre les différentes agences de sécurité et surtout en humanisant les services de renseignement. Ce réaménagement constitue une étape cruciale pour lutter contre les menaces internes et externes telles que le terrorisme, la criminalité organisée et l'instabilité politique. Dans la commune de Bandalungwa, il s'est tenu une audience publique qui a jugé du cas d'une jeune dame, Rebecca Yumbi, accusée d'avoir donné la mort à un monsieur dans la nuit la semaine dernière. Sentence, condamnation à mort pour cette première, un geste fort qui devrait remettre les choses dans l'ordre et décourager les troubles dans cette municipalité. L'événement qui s'est déroulé dans la commune de Bandalungwa dans la nuit du 22 au 23 août a suscité vive émotion dans la population et éveillé la clameur publique au point de conduire à un procès en flagrance. C'était en présence de Alphonse Ndofula, bourgmestre de la commune de Bandalungwa, mais aussi son adjoint et une foule venue entendre le fin mot sur cette histoire. Madame Rebecca Yumbi Opango était accusée d'avoir donné la mort à un homme à l'aide d'une arme blanche. Après avoir tenté de se justifier sans succès, malgré l'aide de ses avocats, la prévenue a été condamnée à mort et au paiement de 50 000 $ américains à titre de dommages et intérêts. Opango Rebecca, en conséquence, la condamne à la peine de mort. Les avocats de la partie civile n'ont pas émis un grand commentaire sur l'affaire, mais ont prévenu que le nécessaire devra être fait pour démanteler complètement ce réseau criminel. Quelqu'un qui a travaillé dans un réseau, il faut essayer de démanteler le réseau. Je sais que j'ai fait confiance, nous tous nous faisons confiance à la justice de notre pays, qu'on va démanteler son réseau. En place depuis quelques mois, les autorités urbaines de la commune de Bandalungwa militent pour un environnement sain, tant physiquement, avec des travaux d'assainissement réguliers à tous les niveaux, mais aussi moralement, en encourageant la vie dans la quiétude et la sécurité pour tous les habitants. Une telle sanction ne peut que décourager toute entreprise similaire dans les prochains jours.
Je le disais au sommaire, la CENI a convoqué ce mercredi l'électorat pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux. Occasion pour les présidents de la centrale d'indiquer que les partis et regroupements politiques doivent présenter leur liste en prenant en compte le seuil des recevabilités qui sera appliqué également à l'élection des députés provinciaux et celle des conseillers communaux. Il a par ailleurs rappelé que les listes qui vont aligner au moins 50% des femmes seront dispensées des frais de dépôt des dossiers. Suivez. La cérémonie de ce jour revêt une importance particulière, car les électeurs congolais, pour la première fois, sont appelés à se choisir leur conseiller communal. Les dernières élections du genre remontent à 1987, sous la Deuxième République, et alors plus de 30 ans. Cette élection pourra installer une démocratie locale énergique, qui est la base d'une démocratie saine au niveau national et un des moteurs du développement à la base. Voilà pourquoi la CENI encourage fortement la participation des jeunes et des femmes et lance un appel vivant aux partis et regroupements politiques pour favoriser leur présence sur les listes. La CENI rappelle que les listes qui vont aligner au moins 50% des femmes seront dispensées des frais de dépôt de dossier. Cette disposition a un double avantage. D'abord, encourager la parité homme-femme, ensuite réduire l'influence de l'argent dans la politique du Congrès. Aussi, les partis et les groupements politiques doivent présenter leur liste en prenant en compte le seuil de recevabilité qui sera appliqué également à l'élection des députés nationaux et celle des conseillers communaux. 9e jeu de la francophonie Kinshasa 2023, le Congolais Jocelyn Danga-Moti a remporté hier une médaille d'or au concours des littératures. L'écrivain Danga a participé à ce concours avec son œuvre intitulée La nuit et les soldats. Et en sport, le Léopard Basketball s'arrête en quart de finale de ces jeux après avoir perdu 53-56 face à Madagascar dans un match âprement disputé. Christian Boukaya. Dans un gymnase totalement acquis à sa cause, la République démocratique du Congo semblait réunir toutes les batteries pour battre Madagascar. Hélas, les Léopards dames ont dû attendre les dernières secondes du match pour connaître leur sort. Tout le match se résume dans les 2 dernières minutes quand la RDC dépasse Madagascar 52-53 grâce à l'intraitable Kitenge qui a porté seul le poids de la nation. Malgré ses 19 points, ses efforts seront insuffisants pour conduire ses coéquipières à la qualification en demi-finale. Dans ce match, la bataille était aussi rude sur les bancs. À cet instant-là, je les ai dit que c'est la nation qui est derrière vous. Et je leur ai dit de faire une zone presque tout terrain stricte. Elles ont arrêté là-haut et ça a marché. Côté congolais, le coupable est tout trouvé. Adekoko plaint la fatigue. La fatigue qui a apporté la déconcentration. Voilà, les filles ont tout donné. Vous savez, j'ai un problème de rotation. Et je joue avec 2 pivots. J'avais même pas notre 5 qui a fait 3 jours à l'hôpital. Là, elle est à la maison. Elle n'a pas joué. C'est une défaite vraiment, on doit vraiment beaucoup regretter parce que c'était une qualification qui devait faire honneur au peuple congolais. Une élimination en quart de finale dans la douleur face à Madagascar, difficile à digérer, mais le chef de l'État trouve des mots justes pour booster les mentales des joueuses. Bravo les filles, bravo. Ne vous découragez surtout pas. Vous avez été formidables. On a raté juste un tout petit peu, bon c'est le jeu, hein, c'est pas grave. Mais vous nous avez fait vraiment plaisir, vous nous avez fait vibrer, nous sommes très contents. La numéro 12, là, elle est, oui, une bonne marqueuse, c'est la meilleure, mais bon, on comprend le courage. Hein. Je suis très fier de vous, je crois que vous avez vu aussi, les supporters étaient aussi très fiers de vous. En demi-finale, Madagascar affrontera le Sénégal, large vainqueur de la Roumanie 57-87, alors que le Cameroun, qui s'est débarrassé du Bénin 82-41, retrouvera les Libans, bourreaux du Congo-Brazzaville 77-46.
Et depuis le week-end dernier, l'opinion observe une appréciation de la monnaie nationale qui a également entraîné la baisse du taux d'échange, soit 2500 francs congolais à 2200 pour $1. Une mesure prise par le gouvernement pour faire face à la dépréciation du franc congolais, mais jusqu'à l'heure, les prix des produits des premières nécessités n'a pas bougé. Nous avons joint Alain Bolodja, un économiste qui a fait le point sur cette situation. Suivez. Aujourd'hui, avec le système Félix Tshisekedi, on a un taux de change fixe. C'est-à-dire que c'est l'État qui impose un taux. Alors, cela fait que à la Banque centrale, le taux est estimé et fixé à 2470 francs pour $1. Tout ce que vous voyez en dehors de la Banque centrale, ce n'est que spéculation. C'est-à-dire que le pouvoir a créé les conditions pour favoriser aux cambistes de berner pratiquement la population. Ce n'est pas ça le vrai taux. Parce que si vous allez dans certains coins, vous trouvez à 2400, à 2350, à 2300. C'est-à-dire chacun fixe le taux selon son bon vouloir. Mais si vous avez les francs congolais, vous ne trouverez jamais les dollars au taux de 2300. Lorsqu'on a un baisse de taux de change, le commerçant, par mécanisme de précaution, ne vont pas réajuster le prix, d'autant plus qu'ils ne sont pas garantis de la stabilité de la monnaie. Comme vous le savez, ils ont l'habitude de vendre en francs congolais et d'acheter en devises. Ils doivent se rassurer que le taux tel que vu sur le marché est un taux réel. Ils doivent attendre jusqu'à ce que la stabilité de la monnaie se confirme pour lever l'option de réduire à la baisse le prix de biens et services. Et c'est une tournée fructueuse pour le rapporteur du collectif des députés provinciaux, Socrate Kangulumba, dans le Kwango. Ces derniers a mis fin à la descente aux enfers des villages de sa province en installant des éclairages publics. Une tournée effectuée dans les territoires des Féchi qui a été bouclée au grand village des Kikandi dans la province du Kwango justement. C'est un passage triomphal dans le village de la province du Kwango pour Socrate Kangulumba, rapporteur du collectif des députés provinciaux, accompagné de la foule avec des scènes de jubilation, de pas de danse pour accueillir ces 10 fils du terroir. Le Benjamin du Parlement provincial et sa suite ont, en dépit de la desserte en électricité, parcouru les différents villages pour remettre les éclairages publics. En passant par la cité de Mumbamba jusqu'au village Kingungu, les habitants ont goûté aux délices du grand cœur de Socrate Kangulumba. Comme un vrai disciple du chef, à Kikanda, les écoles ont bénéficié de la réhabilitation sur fonds propres du député Socrate Kangulumba et aux jeunes, il a remis des vareuses et un lot de ballons. Nous allons devoir continuer à poser des actes à impact visible. Ces lampes, ces poteaux ne représentent rien par rapport à l'image qu'incarne cette population. Cette population mérite encore mieux. Nous avons une vision idéale pour notre Féchi natal. Pour les autres doléances, il promet de faire les plaidoyers auprès des autorités pour des solutions idoines, tout en remerciant le président de l'Assemblée nationale pour l'impulsion donnée au projet du développement à la base. Mais moi, pour remercier le chef de l'État, qui a fait un effort de matérialiser, n'est-ce pas, son programme. J'étais parmi les gens, parmi les politiques qui ont exigé à ce que le programme de 145 territoires s'exécute. C'est plus que même un chantier, c'est plus que même un bilan. Et si réellement dans nos bases, à l'intérieur de toutes nos provinces, et que les travaux s'exécutaient, le président Tshisekedi aura le courage de marquer son histoire. A noter que parmi les 4 secteurs de la province du Kwango, le village Kikanda reste jusqu'à présent le plus éclairé de son projet, ayant plus de 7000 électeurs. Et sur le continent, l'ancien chef de l'État et président du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, est décédé hier mardi à l'âge de 89 ans. Il avait été hospitalisé après un malaise. Il fut un acteur majeur de la vie politique ivoirienne jusqu'avant sa mort. On fait le point avec Héritier Tamboa.
Henri Konan Bédié est mort à l'âge de 89 ans dans un hôpital privé à Abidjan, a annoncé mardi son parti, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain. Chef d'État de 1993 à 1999, Henri Konan Bédié n'avait pas exclu d'être candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2025. Il avait été désigné fin mars candidat unique à sa succession à la présidentielle du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI en abrégé, principal mouvement d'opposition. C'est un tsunami. On a l'impression qu'on nous a retiré le sol sous les pieds. Mais le président Bédié nous a toujours appris à faire face à l'adversité, à tenir bon. Les textes ont prévu tout ce qu'il faut faire. Nous les suivrons. Et le flambeau sera transmis dans les conditions les plus sereines. Surnommé l'Ethnix ou HKB, Bédié était jadis l'un des principaux ennemis politiques de l'actuel président Alassane Ouattara. Nommé ambassadeur à 26 ans, ministre de l'économie à 32 ans, il était connu notamment pour son concept nationaliste, voire xénophobe, l'ivoirité. Ce concept nationaliste que l'ancien chef de l'État et d'autres responsables politiques avaient utilisé pour tenter d'empêcher Alassane Ouattara de se présenter à la présidentielle de 1995. Et puis le président tunisien Kais Saied a limogé hier mardi la première ministre Najla Bouden et l'a remplacée par un ancien haut cadre de la Banque centrale, Ahmed Achani. Le chef de l'État tunisien n'a pas donné d'explication à ce remaniement alors que le pays est en proie à une crise économique sans précédent. Le nouveau Premier ministre a pour mission principale de surmonter des défis colossaux. Aucune explication officielle n'a été donnée, mais certains médias locaux justifient ces limogeages par le mécontentement du président tunisien face à un certain nombre de pénuries, en particulier de pain dans les boulangeries subventionnées par l'État. Kais Saied a immédiatement nommé à la place de la première ministre Ahmed Achani, qui travaillait jusqu'à présent à la Banque centrale de Tunisie et qui a étudié à la faculté du droit de l'Université de Tunis, où Kais Saied a enseigné, a indiqué Ahmed Achani sur son compte Facebook. Le nouveau chef du gouvernement, complètement inconnu du grand public, a directement prêté serment devant le président Kais Saied, selon la vidéo de la présidence. À la fin de la cérémonie, Kais Saied lui a souhaité bonne chance dans cette responsabilité prise dans une conjoncture spécifique. Le président Kais Saied, je cite, « Il y a des défis colossaux qu'on doit surmonter avec une volonté solide et forte, afin de protéger notre patrie, notre État et la paix sociale. » Fin de citation. Le pays affronte depuis des mois de pénuries sporadiques de ces produits liés, selon les économistes, à l'exigence des fournisseurs d'être payés à l'avance, ce que la Tunisie a beaucoup de mal à faire. Le pays nord-africain, où le poids de la fonction publique est l'un des plus élevés au monde, avec 680 000 fonctionnaires et une centaine d'entreprises publiques monopolistiques, est étranglé par une dette d'environ 80% du PIB et à la recherche d'aides étrangères. Au cours de ces derniers mois, le président Kais Saied a ordonné le limogeage de divers ministres et une vingtaine d'opposants et personnalités politiques ont été emprisonnés dans le cadre d'une vague d'arrestations. Et dans le monde, Donald Trump a été inculpé pour la troisième fois ce mardi par la justice américaine. L'ancien président américain est accusé notamment d'une tentative d'inversion des résultats lors des élections de 2020 et d'avoir comploté contre son pays. C'est une nouvelle affaire qui retombe sur l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. Après avoir été devant la justice il y a quelques mois, l'ancien président américain a été inculpé ce mardi. Selon le procureur spécial du dossier Jack Smith, plusieurs chefs d'inculpation sont à la charge de l'ex-président américain qui est reproché notamment d'être à la base du complot à l'encontre du pays, mais également de commettre l'entrave à une procédure officielle de l'atteinte aux droits électoraux. Il s'agit de l'accusation la plus grave pesée contre l'ex-président. 2 mois après les scrutins, les procureurs ont fait savoir que Donald Trump avait diffusé des mensonges sur les rendus qui, d'après les procureurs, contenaient des fraudes. Grand favori des primaires républicaines, Donald Trump avait annoncé le 18 juillet dernier avoir reçu une lettre de Jack Smith l'informant qu'il était visé personnellement par l'enquête fédérale sur les tentatives d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020 et notamment l'assaut contre la Capitole
le 6 janvier 2021. Il avait déclaré le 28 juillet dernier qu'il maintiendrait sa campagne, même s'il était condamné. Le pape François est bien arrivé à Lisbonne cet avant-midi pour la célébration des Journées mondiales de la jeunesse qui débute aujourd'hui pour la 37e édition. Dans ce voyage apostolique du pape est prévue la rencontre avec les autorités politiques, le monde universitaire et bien sûr les nombreux jeunes présents dans la capitale portugaise. Et parmi les centaines de milliers de jeunes à Lisbonne, l'une des plus importantes délégations de cette année est celle de la France. Il retrouve désormais à Lisbonne les jeunes de 200 autres pays du monde pour 6 jours autour du thème Marie se leva, s'en alla en hâte. Et pour commémorer officiellement cette journée, le département des affaires économiques et sociales organise un webinaire mondial en collaboration avec l'initiative mondiale des Nations Unies pour des emplois décents pour les jeunes. Retour au pays pour parler culture. 10 ans jour pour jour qui disparaissait Alain Moloto, chanteur respecté et poète reconnu. Il est une des figures majeures du gospel congolais. La RDC se souvient de la disparition de ce dernier, natif de Kisangani, qui manque à la communauté musicale et à ses nombreux fans. Avec sa guitare, Alain Moloto a marqué de son empreinte la chanson dite chrétienne. Retour sur sa carrière avec Héritier Tamboa. Il s'est éteint le 2 août 2013. 2 août 2013, 2 août 2023, 10 ans se sont écoulés depuis qu'Alain Moloto, l'une des figures des pros de la musique gospel en Afrique, est mort. Né à Kisangani à l'époque, Stanleyville, le 27 juillet 1961, est mort à Kinshasa à l'âge de 52 ans. Il fonde le groupe Gaël en 1998 avec des artistes de l'Institut national des arts de Kinshasa tels que Franck Moulaja, Henri Papa Moulaja et plusieurs autres. Dans sa discographie, on retrouve des albums tels que Sublime, Une heure avec Jésus-Christ, Adorons l'Éternel, des Best of Gaël, Amour éternel, Je suis et tant d'autres. Alain Moloto sort son premier album solo Jésus le Prince Glorieux en 1994, le deuxième en 2010, Le fruit de mes lèvres, qui fut un grand succès avec la chanson Nazaya Yesu qui signifie J'appartiens à Jésus. Plusieurs de ces chansons sont restées dans la mémoire collective et dans le patrimoine musical congolais. Véritable école du culte chanté, le natif de Kisangani a non seulement laissé comme héritage sa riche discothèque, mais aussi des élèves qui perpétuent l'œuvre et le style Gaël, Adorons l'Éternel. Alain Moloto a compté 19 ans de carrière musicale entre 1994 et 2013. Ce n'est plus moi qui vis, c'est plutôt Jésus qui vit en moi. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Le président de la République officialise ce mercredi la commémoration du génocide des gains économiques dans l'est du pays en hommage aux victimes. Après Goma, des activités sont également prévues à Kinshasa quant à ce processus électoral, convocation par la CENI de l'électorat pour les élections provinciales. Les partis et regroupements politiques doivent présenter leur liste en prenant compte le seuil de recevabilité. Décès d'Henri Konan Bédié ce mardi. L'ancien président ivoirien est mort à l'âge de 89 ans des suites d'une maladie. Acteur majeur de la vie politique ivoirienne jusqu'avant sa mort, Henri Konan a eu à diriger ce pays de 1993 à 1999. Reste avec nous plutôt la revue de presse, c'est tout de suite. Et c'est avec vous, Christian Kalonji Kaloubi. Bienvenue. Merci Nathalie Oko, merci à tous ceux qui nous regardent depuis Antananarivo grâce à Télé 5 ans. Et à la une de votre revue de presse de ce mercredi, Christian, des nouvelles têtes. À la tête
de l'ANER et du CNES. Effectivement, vous l'avez dit dans votre journal d'ailleurs, nous y sommes revenus puisque le sujet continue de faire la une de tous les médias, tant au niveau national qu'international. Eh bien, le président Félix-Antoine Tshisekedi a procédé à des nominations importantes dans le domaine de la sécurité en remplaçant certains responsables des institutions sécuritaires. Ce mardi 1er août, des nouvelles têtes ont été donc désignées pour diriger l'Agence nationale de renseignement et le Conseil national de sécurité. Interview.cd, comme vous le voyez avec moi, Daniel Loussadissou Kiambi a été donc nommé nouvel administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, prenant ainsi la place de Jean-Hervé Mbelou à ce poste. Nathalie, l'Agence nationale de renseignement, vous le savez, est donc un appareil sécuritaire important qui traite des questions qui relèvent de la souveraineté nationale. Cette nouvelle mise en place à la tête de ce service d'intelligence n'est donc pas un fait du hasard, faut le dire, Nathalie. Un sujet qui fait la une des plusieurs médias en ligne, le cas par exemple d'Ouragan.cd qui s'intéresse pour sa part à la nomination du nouveau chef de la sécurité du président Tshisekedi. Il s'agit du professeur Jean-Louis Essambo, Nathalie, désormais nouveau conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. L'homme, il faut le dire, a un parcours exceptionnel et un background très fourni, vous allez le découvrir avec moi. C'est un ancien juge à la Cour constitutionnelle et un expert reconnu dans le domaine du droit public. Il a obtenu son doctorat en droit public des universités Paris 1, Panthéon, Sorbonne et le 17 juin 2009 à Paris. Depuis lors, Nathalie, il a occupé le poste de professeur ordinaire et a assumé les fonctions de doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Sa spécialité réside dans le droit constitutionnel, le droit électoral et le droit public comparé, des domaines qu'il enseigne à l'université de Kinshasa, nous fait savoir donc Ouragan.cd. Actu30.cd rappelle que les ordonnances sur la nomination de ces nouveaux monsieur sécurité de Félix-Antoine Tshisekedi ont été lues à la télévision nationale par la porte-parole du chef de l'État, Madame Tina Salama. Un parcours élogieux de ces nouvelles têtes à la tête, comme vous l'avez dit, du service de sécurité de la RDC. Une technologie qui vaut la peine. Oui, qui vaut la peine. Nous pensons seulement qu'ils seront à la hauteur de leur mission. Bien effectivement, oui. Et puis en Afrique, coup d'État au Niger, début de l'opération d'évacuation des Français. Il faut dire que le pays est actuellement dirigé par l'armée puisqu'un coup d'État militaire venait, justement, comme vous le savez, de renverser le président Bazoum. Depuis lors, il s'observe, Nathalie, à Niamey, un sentiment anti-français dans le chef de la population. Une opération éclair a donc été lancée pour rapatrier près de 600 Français, une semaine après justement le coup d'État contre le président Bazoum, rapporte le journal Le Monde. Une opération que Paris a voulu la plus rapide possible, lancée à 2h30 du matin dans la nuit du lundi 31 juillet au 1er août, où elle devait se terminer ce mercredi donc dans l'après-midi, souligne le journal. Selon France Télévisions, qui revient sur la même information, plus de 262 ressortissants français et européens ont déjà quitté le Niger en l'absence d'opération d'évacuation des ressortissants américains par Washington. La France est donc sollicitée pour l'évacuation des quelques ressortissants américains, même s'ils ne sont pas la cible de la France, des Nigériens. Voilà. Merci beaucoup Christian pour tous ces détails. Je vous en prie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et à temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.